Madame, monsieur, ravi de vous retrouver dans ce Business Lunch du mois de mars. Alors le mois de mars, c'est le mois du printemps, c'est aussi le mois du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes, la journée internationale des femmes. Il paraît qu'on peut dire les deux. Dès lors, pourquoi ne pas parler du business au féminin, de l'entrepreneuriat au féminin des femmes dans le business. Et j'ai un plateau qui est évidemment exclusivement féminin. On va faire un premier tour de ce plateau avec Sophie Legrand. Vous dirigez le réseau Diane pour l'UCM. Noémie Calicis, vous allez nous apporter votre témoignage d'entrepreneuse ou d'entrepreneur. Il paraît qu'on peut dire les deux. Préférez entrepreneuse? Les dames du réseau Diane préfèrent entrepreneur. On les a sondées. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est ma position, mais tout est possible. Vous me permettrez de dire les deux, comme ça on contente tout le monde. Noémie Calicis, vous êtes donc fondatrice de No ID, une agence de design graphique, c'est ça? Vous êtes également dans l'ASBL Les Épicurieux. Françoise Gérin, vous êtes de Jobin, coordinatrice chez Jobin, et on devrait avoir normalement Marie Buron de Womanly, un réseau d'espaces de coworking dédié à l'entreprise et aux femmes entrepreneurs ou entrepreneuses. Je ne vais pas le faire à chaque fois, ça prend beaucoup de temps. Alors, le réseau Diane a sorti un baromètre il y a une quinzaine de jours, comme il le fait chaque année d'ailleurs, dans lequel il y a de bonnes nouvelles. L'entrepreneuriat féminin évolue, mais peut-être pas, c'est peut-être le premier chiffre, peut-être pas de manière aussi importante qu'on pourrait le souhaiter. En fait, d'une manière assez générale, l'entrepreneuriat féminin évolue chaque année, lentement mais sûrement, comme on dit, depuis 5-6 ans. On a une évolution comme ça qui tourne autour des 15% chez les femmes entrepreneurs. Par contre, si on prend les chiffres de la Belgique, entre 2022 et 2023, l'évolution est de 1,99%. C'est pas assez. C'est pas assez, non, pas du tout. Surtout que l'évolution, les années précédentes, était au-delà. Et on constate aussi que la Wallonie est en dessous de la moyenne nationale. Par contre, Bruxelles, là, est un rien au-dessus. On pourrait dire qu'il y a une progression, mais il y a aussi des freins qui sont des freins persistants. Année après année, on peut peut-être déjà classifier ces grands freins à l'entreprise ou à l'entrepreneuriat au féminin. Voilà, pour planter le décor, j'ai envie de dire que le réseau Diane existe maintenant depuis 20 ans. Et en fait, on a lancé le réseau Diane. Pourquoi? Parce qu'il y a des freins qui avaient déjà été décelés à ce moment-là, et ceux qui reviennent le plus souvent, c'est le manque de confiance en soi, d'estime de soi, le syndrome de l'imposteur. Tout ce qui est lié à la légitimité, la relation à l'argent, c'est vraiment des freins qui persistent chez les femmes entrepreneurs. C'est dingue ça, Noémie, ce côté syndrome de l'imposteur, relation à l'argent, c'est quelque chose que vous ressentez, vous, que vous avez ressenti au début, au moment de se lancer? Oui, beaucoup au début, surtout. Maintenant, j'ai beaucoup évolué. Je pense que j'ai beaucoup remis en question. Je me suis fait beaucoup accompagner pour justement passer au-dessus de tout ça. Mais oui. C'est psychologique, en fait. Oui, je crois que ça fait partie de l'éducation aussi. Je pense qu'on a beau lutter contre, ça revient toujours. Question de culture? Je pense aussi, oui, clairement. Parce qu'il y a des pays où ça se passe très bien, où les femmes sont considérées aussi Enfin, il n'y a pas ce frein ou cette barrière qu'on se met soi-même, si je comprends bien. Oui, clairement. Moi, je pense que... D'abord, moi, je pense que ça fait partie de mon éducation et que c'est difficile d'aller contre et qu'on est toujours en train de lutter pour ne pas repartir dans ces travers. Et en même temps, et on n'est pas seul. Je veux dire, on a aussi notre compagnon qui a aussi eu son éducation. Nous, on vient de familles où nos mamans ont été mères au foyer à plus ou moins longue durée. Et on est basé sur ce schéma-là. Et malgré tout, on le reproduit, même si on a autant d'ambition qu'on veut. C'est pas toujours évident d'équilibrer ça, et oui. François Gérin de Jobin a une approche particulière de l'entrepreneuriat, puisqu'on parle là de personnes qui sont en reconversion professionnelle, que ce soit de demande volontaire de reconversion, que ce soit des personnes qui sont demandeuses d'emploi ou des personnes qui font partie de plans de restructuration ou de plans de licenciement globaux. Là aussi, vous ressentez chez les éventuelles candidates repreneuses ce côté syndrome de l'imposteur, j'ai un problème avec l'argent? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut ressentir énormément chez les femmes, mais je pense qu'il est lié à la façon dont effectivement on éduque les femmes ici en Belgique. Je pense qu'aussi la Belgique n'a pas forcément la culture entrepreneuriale la plus forte par rapport à d'autres pays. D'une manière globale, vous parlez? Oui, d'une manière globale, tout à fait. Après, je pense que tant qu'il y a aussi une équité au niveau de la charge mentale, par exemple pour les femmes qui sont mères de famille, c'est normal qu'il y ait une aversion au risque qui est plus forte quand on sait que ça va être
que le risque est pris par rapport à des revenus, qu'il y a aussi une disponibilité à donner à une entreprise qui est importante et qu'effectivement, quand on a des enfants à la maison et qu'il faut les déposer, aller les rechercher, c'est sûr que ça demande une autre dynamique quand on lance son entreprise. On parlera tout à l'heure effectivement de cette charge familiale, puisque l'entreprise, c'est un bébé en plus dans la famille. Donc, tout à fait. Forcément, il faut s'en occuper. J'en profite aussi pour dire, on est en direct bien sûr sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn. Vous n'hésitez pas, si vous nous regardez, si vous avez des réflexions, des questions aussi à poser ou des retours d'expérience tout simplement, vous n'hésitez pas à déposer vos commentaires. Je les reçois ici en temps réel et on pourra alimenter aussi la conversation avec la communauté derrière. Pourquoi une femme se met comme indépendante ? Ça, c'est une première question. C'est quoi les raisons? Et est-ce qu'elles sont différenciées par rapport aux hommes? Est-ce qu'il y a des raisons majeures ou des grandes lignes du pourquoi une femme décide d'aller chercher son numéro de TVA et d'ouvrir son business? Si je reprends les résultats de l'étude qu'on a menée ici dernièrement, la première raison, c'est le besoin d'autonomie, d'indépendance, puis aussi le besoin finalement de l'épanouissement professionnel. Ça, c'est vraiment des choses qui reviennent systématiquement. Maintenant aussi, c'est parfois l'insatisfaction dans un boulot de salarié ou le fait d'avoir envie de partager ses expériences, vraiment le partage. Ce qu'on entend souvent, c'est des personnes qui ont peut-être réussi à sortir d'une situation style un burn-out, parce que c'est quand même un phénomène de société aussi dont on entend beaucoup parler, et qui ont peut-être fait appel à des coachs ou des services finalement bien spécifiques et qui se forment après et qui ont envie de proposer, de partager ce type d'expérience. Donc on a beaucoup aussi ce genre de profil dans les envies d'entrepreneuriat. Alors maintenant, la comparaison par rapport aux hommes, je ne peux pas vous la donner parce que nous n'avons pas sondé les hommes. C'est quelque chose qu'on aimerait faire aussi, vraiment pour pouvoir... benchmarker le... Voilà, exactement. De savoir ce qui différencie les hommes et les femmes à ce niveau-là. Alors entreprendre, vous l'évoquiez, Françoise Jurin, il y a quelques instants, entreprendre, c'est aussi faire des sacrifices. Mais ça, c'est le cas à la fois chez les hommes et chez les femmes, sauf que les femmes ont une caractéristique physiologique forcément fondamentalement différente des hommes, c'est qu'elles peuvent avoir des enfants et qu'il y a forcément dans un trajet de vie, à un moment, un désir d'avoir des enfants. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que vous avez, par exemple, Noémie, été confrontée à ce désir de grossesse et à cette grossesse alors soit vous étiez déjà indépendante ou dans un trajet d'indépendante? Oui, moi j'ai eu mon dernier enfant, j'en ai 3, pendant ma reconversion professionnelle, donc je n'étais pas encore indépendante, je me reformais pour certains aspects de mon métier en vue de me lancer comme indépendante. Et donc oui, je l'ai vécu effectivement, et j'ai encore un enfant en bas âge, donc malgré tout ça fait encore partie de toute cette période de vie-là. Comment on fait? On pratique. Quel conseil on peut donner aux femmes et je pense principalement aux trentenaires, parce que les cadrales, on peut passer ce stade-là, mais aux trentenaires qui se diraient, soit par reconversion professionnelle en se disant, moi, j'ai fait le tour pendant 5, 6, 7, 8 ans après mes études de salariat, j'ai envie de lancer mon projet. Comment on peut les rassurer aussi par rapport à ça? C'est possible, visiblement. Oui, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Moi, c'était mon 3e enfant, donc je pense que j'avais déjà plus de distance par rapport à la nouveauté de ce que c'était de la maternité, et l'envie aussi de m'épanouir en tant que, dans ma vie professionnelle, parce que j'avais déjà de longues années derrière moi de vie de maman où je me suis beaucoup oubliée, je vais dire, et je me suis dit, maintenant il est temps, j'allais sur ma 40 ans quand même, parce que je suis déjà, je viens d'avoir 40 ans. Et donc je pense que j'avais fait un travail sur moi-même par rapport au fait qu'il y avait moyen d'avoir des enfants, mais en même temps de pouvoir s'épanouir, et que parfois c'était même bien, même pour ce qu'on apporte comme vision de ce qu'on est, nous, comme femmes, au-delà de d'être maman, pour nos enfants, et j'avais envie d'être une femme épanouie aussi. Et je pense que, quand on passe le cap, je pense qu'on se rend compte qu'en fait, effectivement, c'est peut-être pas finalement tout à fait en inadéquation. Il y a des moyens, en tout cas, d'y arriver. Il y a des moyens, mais il faut être soutenu, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut beaucoup de soutien. Essentiellement le noyau familial, j'imagine. Peut-être aussi certains potes ou certaines amies aussi. Il faudra avoir une petite équipe aussi autour de soi. Oui, moi, dans mon milieu amis, j'ai très peu d'amis entrepreneuses. Je pense que n'en ai même pas. Mais c'est pour ça que moi, c'était intéressant de m'entourer dans des réseaux comme chez Womanly actuellement, où
voilà, de ne pas rester seule dans l'isolement à la maison, de faire mon petit boulot toute seule, de pouvoir en parler avec des personnes qui vivent la même problématique que la mienne. C'est une des solutions, ça, le réseau, justement, le réseau. Moi, pour moi, c'est énorme. C'est vrai? Oui, parce que malgré tout, même si je suis soutenue par mon compagnon, je pense qu'il n'a pas toujours la possibilité de comprendre ce que je peux vivre. Il ne le voit pas, même si j'ai beau lui expliquer, il a son éducation et il ne vit pas la charge mentale que j'ai aussi. Et donc c'est difficile, en fait, de pouvoir communiquer là-dessus et de pouvoir vraiment être soutenu à 100%, même si c'est de bonne volonté. Oui, il y a l'empathie, mais... Voilà, il y a... voilà. Ouais. Sophie Legrand, on en parlait en préparant cette émission ensemble, le côté réseautage. Et par rapport justement à cette thématique, même si vous avez, je pense, plutôt des cadrages justement, donc un peu moins de profils dans le réseau d'Anne de jeunes entrepreneuses qui sont confrontées à ça, mais ça me permet, on en parlera après, on reviendra à la maternité, mais le réseautage, c'est quelque chose qui est capital, et vous me disiez, les femmes qui viennent réseauter, elles ne viennent pas réseauter pour la même raison que les hommes. Chez les hommes, on est plus dans du réseautage business, partenariat, vente éventuellement. Les femmes viennent vraiment chercher un partage d'expérience et mettre en commun en se disant, je ne suis pas seule, cool. J'ai vraiment envie de rebondir sur ton témoignage parce que c'est ce qui ressort très très souvent finalement des dames qui viennent réseauter chez nous, c'est avant tout pour briser la solitude entrepreneuriale, le partage d'expérience. En fait, elles cherchent une safe place où elles peuvent échanger les problématiques, mais aussi bien privées que professionnelles. Ça va jusque-là, ça va vraiment jusque... Oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment, on se retrouve vraiment dans une safe place où on peut venir déposer toute une série de difficultés. Et je pense que c'est assez rassurant de savoir que d'autres vivent les mêmes difficultés également. Donc, en général, quand on sort d'une séance de networking, peu importe le réseau, mais on se sent boosté, on se sent beaucoup moins seul. C'est thérapeutique. Oui. Voilà, c'est thérapeutique. Oui. Françoise, voilà, pour Jobin, vous avez des couveuses d'entreprises. Alors, le parallèle est facile, le jeu de mots aussi, d'accord. Mais j'imagine dans ces couveuses d'entreprises, il y a aussi de jeunes entrepreneuses. Ouais. Et comment ça se passe? Quels sont les conseils que vous apportez? Parce que vous êtes là aussi pour apporter des conseils à ces jeunes entrepreneuses de peut-être 26, 30 ans qui se disent « Waouh, je suis en train de lancer un business, je vois le temps que ça me prend, je vois l'énergie que ça me prend, je suis à 70-80 heures de travail par semaine. Comment je vais pouvoir, alors que j'en ai envie, mon compagnon, mon mari aussi, comment je vais pouvoir avoir un enfant ?» C'est sûr que c'est quelque chose qu'on aborde immédiatement dans l'accompagnement parce que le principal, c'est que les business qu'on lance, que les entrepreneuses lancent, soient pérennes, que ça puisse être vraiment, un chemin de carrière important. Et donc, dans les conseils qu'on lance, c'est par exemple le fait de ne pas aller trop vite, le fait d'assurer ses arrières. On peut lancer une activité d'indépendante de plein de façons différentes. La couveuse, c'est une façon très safe, évidemment, parce que ça veut dire qu'on va avoir des mois pour se lancer. Voilà, mais d'autres conseils, c'est par exemple de ne pas aller trop vite, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier directement, en fait, et de foncer tête baissée, mais de plutôt assurer de grandir petit à petit, mais par contre d'avoir une ambition forte et de ne pas la cacher pour que les portes s'ouvrent. Il y a quand même un enjeu de pouvoir en vivre aussi, parce qu'il y a les petit à petit. Je veux dire, si on prend 10 ans à monter son projet, il faut quand même remplir le frigo entre-temps. Tout à fait. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des business models qui sont mixtes, avec des profils surtout pour les jeunes, des profils de slasheurs et de slasheuses qui vont combiner... Slasheurs, slasheuses pour... Donc, qui combinent soit plusieurs... en fait, qui combinent plusieurs rentrées d'argent, parfois un job et une activité d'indépendante, parfois plusieurs activités d'indépendante, pour en fait réussir à petit avoir des rentrées d'argent du projet qu'on préfère, mais en tout cas de ne pas foncer sur un seul projet directement quand il y a trop de risques. Ouais, Laurence Attert nous dit sur Facebook, le réseau, c'est l'une des clés essentielles du soutien lorsque l'on démarre, mais aussi tout au long de notre évolution, parce que c'est vrai que c'est pas non plus que à la demande. En réalité, ça fait du bien tout le temps. Ah oui, clairement. Donc je pense qu'il y a aussi des périodes. Je pense que vraiment en tout début d'activité, on va rechercher un partage d'expérience. Et puis il y a des périodes où on va peut-être moins réseauter parce qu'on a besoin finalement de faire croître. Voilà, c'est ça, son business. Et puis à un moment donné, on a envie de revenir, de revoir des gens, d'échanger et de repartager aussi à nouveau des expériences et de recréer aussi, parce que un des objectifs du networking, c'est clairement d'étoffer son carnet d'adresses professionnelles, parce qu'on sait aussi qu'il y a les femmes ont un carnet d'adresses beaucoup moins, beaucoup plus pauvre que celui des hommes finalement, et qui a ce besoin de réseauter pour avoir des contacts professionnels.
On parlait de remplir son frigo. La question, c'est de la rentabilité du business des entrepreneuses ou des entrepreneureux. Allez, je le refais une fois, deux fois aussi. Chiffre quand même intéressant dans cette étude Diane. 63%, 2 tiers des femmes ne vivent pas décemment de leur activité. On est à, grosso modo, 1 tiers d'écart en termes de revenus entre les hommes et les femmes, 1 tiers forcément en euros. Moins de 30% des femmes entrepreneurs gagnent entre 2 000 et 3 000 euros par mois. C'est quand même des chiffres surprenants. Enfin, surprenants, oui et non, parce que l'écart salarial, on en parle très régulièrement. Oui. Par contre, ici, les femmes, c'est quand même elles qui décident quand même de se rémunérer. Comment on explique cet écart de revenus? Oui, maintenant par rapport au fait de vivre décemment, je reste quand même prudente par rapport à ça parce que c'est quand même aussi assez subjectif. C'est subjectif. Voilà, mais ce qu'on constate, c'est pour ça qu'on a demandé aussi des chiffres par rapport aux chiffres d'affaires et par rapport aux revenus nets pour pouvoir avoir des points de comparaison. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que le confort de vie est quand même plus agréable quand on est dans une structure familiale. Donc c'est ça, je pense qu'on est autour des 70% des femmes qui ont répondu à l'étude qui affirment finalement bénéficier d'un second revenu au sein du ménage. Non, ce qui est interpellant, c'est que là aussi, je n'ai pas le chiffre en tête comme ça, mais je pense qu'on est autour des 75%. C'est toujours le second revenu du ménage. On peut imaginer que c'est celui d'un homme qui est beaucoup plus important que celui de la femme entrepreneur. Et je crois que on est à... L'écart salarial est à, tout secteur confondu, on est à 35%. Donc, on suit oui. les mêmes, oui, finalement, donc un petit peu les mêmes, énorme, oui. Les mêmes lignes. Noémie, cette question du revenu, elle est évidemment importante parce que voilà, on en parlait, il faut remplir le frigo. Ce sont des chiffres qui vous surprennent? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes confronté à ça, Bien à ces chiffres-là aussi, à la question de se dire... On en revient un peu aussi au rapport à l'argent. Hein. On revient aussi au rapport psychologique à l'argent. Ouais, combien je peux me donner, en fait? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est tout un travail à faire sur soi-même. Moi, j'ai pas forcément la chance d'avoir un compagnon qui ramène énormément d'argent. Il travaille dans le secteur social. On sait bien quels sont les salaires du secteur social. Et donc, moi, quand j'ai fait le choix d'être entrepreneur, je savais que ça allait impacter fortement les revenus de la famille. Et donc, j'ai dû revoir complètement mon rapport à l'argent et me dire, en fait... Je veux être entrepreneur, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie de développer mon propre projet. C'était le côté solo aussi, patron de ma propre vie et moi-même me donner du sens à mon projet. C'était ça, je crois que c'est toutes les raisons que tu as citées en font partie. Maintenant, clairement, je pense que je suis animée par l'envie d'entreprendre aussi, que ça fait partie de moi. Donc, il fallait que j'y arrive un moment. Mais derrière, il y a des réalités et clairement, on a dû faire des choix, des renoncements à plein de choses. Par exemple, on n'est pas propriétaire, on ne sera peut-être jamais propriétaire parce que si je veux continuer dans ce que je fais, je sais qu'à un moment, je vais devoir faire des sacrifices et que voilà, il y a la question de l'urgence dans mon cas. Parce que je ne peux pas me reposer sur son salaire pour dire que voilà, c'est le seul salaire qui va pouvoir me nourrir et que je vais pouvoir développer mon projet de manière... lente et au rythme qu'il en a besoin. Donc je suis aussi pressée par le temps et en même temps, voilà, il y a la réalité que je suis indépendante et donc c'est moi qui prends en charge beaucoup de choses à la maison. Donc c'est dingue parce que quand vous me donnez ces constats-là, ça donne pas forcément envie de s'y mettre parce que c'est quand même se compliquer beaucoup la vie par rapport à un job de salarié. Je force le trait, je provoque, mais qu'est-ce qui vous fait tenir encore maintenant par rapport à toutes ces contraintes-là? Clairement, je pense que je suis un ovni parfois par rapport aux de beaucoup de femmes. Parce que voilà, je pense que ce qui m'anime vraiment, c'est le sens que je donne à ce que je fais, ma passion. Et que j'ai réussi à me dire qu'en fait, finalement, c'est peut-être pas le matériel qui me... Voilà, j'essaye de sortir de la peur du manque, de la peur de ne pas pouvoir offrir à mes enfants ce qu'il leur faut, parce que je pense qu'on est dans une société très capitaliste, matérialiste, où on nous donne l'impression qu'on doit faire énormément. Voilà. Et j'ai eu la chance que mon compagnon lui a été éduqué tout à fait à l'inverse de ça, et donc on a réussi à tous les deux à être fort soudés dans nos valeurs et de se dire finalement on peut être heureux avec le moins possible, tout en pouvant, en devant évidemment répondre aux besoins primaires, ça c'est normal, mais on vit de manière très sobrement et c'est sûr que ça ne donne pas envie à beaucoup de gens dans cette société parce qu'on est toujours ramené à la réalité et au regard de ce qui se passe de l'autre côté, que ce soit dans nos milieux de nos amis, dans nos familles, on est en marge totale.
Mais cette image aussi de l'indépendant riche, quoi. Tous les... oui, si vous êtes entrepreneur, vous êtes forcément roulé en grosse cylindrée allemande, pour ne pas citer de marque, et vous avez probablement 2-3 maisons de vacances à droite. Non, c'est pas le cas. Et vous jouez au golf, bien sûr. Voilà, c'est pas le cas. Moi, transparence, je ramène 1 300 € par mois net à la maison. C'est rien du tout. Avec son salaire à lui qui est de un peu plus de 2 000 €, on n'a pas grand-chose. Mais on a ce qu'il faut pour vivre, et il y a un sens énorme. Bon, c'est pas toujours évident, hein, parce que pour lui qui est père de famille et qui a, quelque part dans sa mentalité, besoin de ramener la sécurité à la maison, il remet ça en question tout le temps et dire, en fait, est-ce que j'apporte ce qu'il faut? Je dis, si on fait le constat, oui, nos enfants, on n'a pas de crédit sur le dos, on n'a pas de dette, on n'a rien de tout ça, on a ce qu'il faut pour nourrir nos enfants sainement, nos enfants sont heureux. Et pour moi, c'est ça le principal. Vision un peu occidentale quand même, et un petit peu primaire de l'homme qui ramène la nourriture, c'est un peu préhistorique quand même. Parce que je pense que heureusement d'ailleurs les mentalités évoluent, notamment depuis mai 68 qui a fait beaucoup bien. Françoise, quand on est confronté encore une fois, vous accompagnez, vous faites éclore un certain nombre. Alors j'imagine qu'il y a aussi des personnes qui n'arriveront pas ou qui n'arrivent pas, mais vous faites éclore un certain nombre de profils. Ce côté rentabilité / viabilité, comment vous l'abordez quand on entend parler de même pas 1500, même pas 2000 € net de revenus en faisant je ne sais pas combien d'heures, on n'est pas à 35 en tout cas par semaine. Voilà, c'est un message que vous faites rapidement passer. C'est un premier tamis pour vous. Oui, tout à fait. C'est vraiment une question de responsabilité. C'est de tout de suite pouvoir donner, notamment avec un prévisionnel, mais je veux dire, même dans l'absolu, on sait aussi jusqu'à combien on peut pousser une activité, par exemple dans le graphisme ou autre. Et on parle de ça en toute transparence, parce qu'effectivement, à ce stade-là, les personnes qui sont en reconversion, que vous évoquiez tout à l'heure, qui ont par exemple été employées pendant 30 ans et qui se disent que tout d'un coup, elles ont envie de lancer autre chose, c'est clair qu'on leur dit la vérité sur le fait que ça va être différent en termes de revenus. C'est pas indexé sur chaque année, par exemple. Mais par contre, là aussi, je te rejoins, c'est que pour chacun, il faut ensuite faire la justice, faire un peu la balance entre la question du sens et la question des revenus. Et c'est clair qu'il y a énormément de femmes qui se lancent pour avoir du sens dans leur métier. Mais aussi parfois parce que c'est aussi la seule façon d'avoir un chouette job, dans le sens où, par exemple, tu as une profession artistique, c'est vrai que, par exemple, trouver un emploi dans le graphisme, avoir un chouette emploi là-dedans, c'est assez compliqué. Et donc, il y a quand même beaucoup de femmes qui se lancent parce qu'en fait, c'est le seul moyen d'avoir un emploi et de pouvoir vraiment vivre de sa passion. Alors certes, c'est vrai que les revenus sont pas très hauts, mais c'est parfois plus chouette que de travailler dans un tout autre secteur où il y a de l'emploi, mais où en fait, on fait pas du tout ce qu'on aime. Dans un précaré avec des N+1, plus 3 au-dessus de la tête. Tout à fait, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure j'évoquais le fait de diviser son horaire entre plusieurs ressources financières. C'est justement pour équilibrer ça, d'avoir éventuellement un job qui est un peu plus éloigné de ce qu'on fait, de ce qu'on aime vraiment, mais qui va amener la sécurité. Alimentaire, c'est ça, d'avoir le meilleur job alimentaire possible et de petit à petit faire grandir son projet sur le côté pour finir par en vivre complètement. Mais c'est une des choses qui permet d'avoir sécurité, de pouvoir prendre des risques, de vivre de sa passion. C'est un ensemble de choses. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on évoque en toute transparence ce à quoi ça va ressembler. Et justement, c'est vraiment notre job d'accompagnement, de à la fois dire « vas-y, ça va être génial », mais attention, ça va être une épreuve. C'est pas un parcours pavé de douceur parfois. On salue Marie Buron qui est avec nous, mais elle est sur YouTube. À mon avis, il y a un petit souci de connexion avec la visio. Ce n'est Marie, et c'est une promesse que partie remise, qui revient sur le réseau, qui pour elle est probablement le meilleur levier de croissance business et de développement de posture entrepreneuriale. On l'a évoqué. Alors, par rapport au salaire et par rapport aux revenus, on imagine aussi qu'au niveau sectoriel, tous les profils, il y a des profils ou en tout cas des activités qui sont un peu plus compliquées et où forcément le développement et la rentabilité et la vivabilité ou viabilité va prendre un peu plus de temps. J'imagine qu'il y a aussi d'autres profils. Je l'ai vu énormément dans les femmes entrepreneurs, énormément de professions libérales, avocates, médecins, etc. Là, forcément, en termes de rentabilité, on y est sans doute un petit peu plus vite. Quoique les avocats, ça peut parfois se discuter en début de carrière. Mais ça reste compliqué en fonction des différents secteurs d'activité. Mais on sait que dans le top 3 des secteurs qui sont représentés par les femmes, si je ne dis pas de bêtises, en Wallonie, c'est d'abord profession libérale, même chose sur Bruxelles. Ensuite, en Wallonie, on a le secteur du commerce
Idem aussi pour Bruxelles. Et puis, secteur du service pour la Wallonie. Par contre, à Bruxelles, c'est le secteur industriel qui est en 3e position chez les femmes. Maintenant, tout ce qui est lié aux professions libérales, je pense que le cheminement n'est pas le même. Parce que si je prends le cas d'un médecin, voilà, à un moment donné, c'est déjà pendant les études qu'on trace ce parcours-là entrepreneurial. Que maintenant, il existe beaucoup d'actions de sensibilisation qui vont sensibiliser les étudiants dans les écoles pour montrer, et je pense que ça, c'est vraiment très important en Wallonie, de dire, OK, il n'y a pas que le salariat qui existe, mais il y a aussi l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a des stages qui sont proposés maintenant déjà à l'école secondaire. Et je pense que c'est ça. Ils sont beaucoup plus forts en Flandre qu'en Wallonie. Pour ça, c'est l'entrepreneuriat une solution beaucoup plus naturelle chez nos voisins flamands. Et donc, c'est ça qu'on essaye aussi de développer en Wallonie. Donc, si je reviens sur le secteur vraiment profession libérale, ben, voilà, le cheminement est assez naturel vers l'entrepreneuriat. Et ce qui n'est pas toujours le cas, finalement, quand on décide de devenir commerçant. Et j'ai envie de rebondir, je reviens finalement sur la question précédente par rapport aux revenus. Ce qu'on entend régulièrement, c'est surtout dans le secteur du commerce et tout ce qui est lié à l'Oreca aussi, c'est ça fait 2 ans que je suis en activité et je ne me suis pas encore versé un seul salaire. Oui. Parce que parfois, il y a déjà des salariés dans la structure et finalement, la priorité, c'est de pouvoir payer les personnes qui sont employées, quoi. Et donc, ça, c'est aussi assez interpellant. Et donc, j'ai envie de dire... c'est parfois aussi le cas chez les messieurs. En termes d'entreprise de commerce, c'est aussi le cas chez les messieurs. On est bien d'accord, oui, tout à fait. Et donc, pour revenir aux différents secteurs d'activité, je pense que les femmes sont représentées dans des secteurs d'activité qui sont moins bancables que les hommes. Et donc, c'est ça qu'on voit aussi par rapport à l'accès au financement. L'accès au financement est plus compliqué pour les femmes entrepreneurs. Maintenant, quand on analyse la situation là derrière, c'est pas qu'on ne veut pas prêter. Maintenant, il y a des biais genrés aussi qui existent dans ce contexte-là, mais pas que. C'est pas qu'on ne veut pas prêter de l'argent aux femmes. C'est souvent les femmes arrivent avec un business model, un business plan qui est moins bancable, qui est moins sexy que quand... Donc forcément peur aux investisseurs. Voilà, exactement. Moins bancable, ok. Est-ce que derrière ça, je reviens à une question de départ, une question de principe, le fait que l'activité soit peut-être moins rentable ou rapporte moins, est-ce que là aussi, c'est pas une peur de se vendre, où on se dit, est-ce que je vaux vraiment ce qu'un homme, pratiquement un graphiste, je ne connais pas les prix, mais va facturer 200 € de l'heure, hors TVA, j'invente, et est-ce qu'il n'y a pas un biais ou une limite qu'on se met soi-même en se disant, ouais, mais est-ce que je vaux vraiment 200 ? Est-ce que j'en vaux pas plutôt 150 ou 100 ? Je ne sais pas, dans votre expérience, en termes de pricing. Oui, moi, je ne me suis jamais posé la question de le fait que je sois une femme ou pas. Je pense que c'est plus une question de connaître sa vraie valeur. Et, oui, mais elle vaut quoi en euros, cette vraie valeur ? C'est hyper subjectif. Ouais. Moi, oui, à un moment, je pense qu'on se pose la question parce qu'on a toujours peur de ne pas avoir le contrat ou de se dire, voilà, est-ce que je suis légitime, voilà. Puis il y a aussi le... Oui, moi, je me suis beaucoup posé cette question-là. Maintenant, après, moi, maintenant, j'ai calculé mon taux horaire en fonction de ce que je veux gagner, moi, de mes besoins personnels, ce dont j'ai vraiment besoin, et c'est comme ça que je fonctionne. Mais je pense que oui, certainement, il y en a d'autres qui se posent peut-être plus la question. Ouais. Françoise, je vous vois hocher de la tête. Oui, parce que ce sujet de la tarification, il est vraiment essentiel. C'est vraiment un point sur lequel on travaille énormément, justement pour une question de mindset, de pousser en fait nos entrepreneurs à afficher le bon tarif. Mais ce que je peux dire, c'est que de nouveau, ce n'est pas que psychologique. Il y a aussi clairement ce que je peux voir dans nos accompagnements, c'est que la façon dont les prix sont réceptionnés. Autant, enfin voilà, je vois que les tarifs sont aussi très négociés avec les femmes qui... Plus qu'avec les hommes ? Évidemment, c'est difficile parce qu'il n'y a pas une étude. Mais on va dire que c'est un ensemble. C'est le fait d'arriver avec une posture qui est peut-être un peu plus fragile dans la négociation et de vite céder dès qu'il y a une discussion, de ne pas vraiment monter sur le ring, voilà, de ne pas être assez forte pour négocier, mais il y a aussi en face très souvent quand même voilà, des a priori négatifs quand il y a des contrats qui sont négociés avec des femmes par des hommes. Mais c'est vrai que voilà, au travers de nos accompagnements, on voit que
on a tendance à raccourcir l'émission, on a tendance à, voilà, à dire oh ben non, je vais faire que le début, alors, et à remettre en question la qualité, la durée, etc. Donc je pense que de nouveau, c'est un problème qui est à la fois dans la posture des femmes, d'un point de vue culturel, mais aussi à la fois dans la façon dont on réceptionne leur devis et dans le fait qu'il y a, il y a vraiment zéro problème à renégocier les tarifs et à remettre ça en question. Alors donc c'est vrai que quand on arrive à les amener à arriver fortes dans une négociation, bah, il faut qu'elles tiennent encore le temps de dire mais si, c'est vraiment le bon tarif et je ne travaillerai pas sans ce tarif-là. Donc voilà, il faut y mettre de l'énergie. Encore de la discrimination, finalement, si j'entends bien. On n'en a pas fini, hein, je pense, malheureusement, avec cette discrimination. Vous me lancez sur une thématique qu'on a un petit peu abordée tout à l'heure, mais sur laquelle j'aimerais quand même aussi qu'on puisse s'arrêter. C'est sur le regard. Le regard de la famille, proche et des amis. Le regard aussi des fournisseurs et des clients vis-à-vis d'une femme entrepreneur. Est-ce qu'au niveau du baromètre, on a mesuré un peu ça ? Mais par rapport au regard, c'est difficilement objectivable, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas, en tout cas cette année, posé ce type de questions. Maintenant, c'est vrai qu'au sein du réseau, c'est pas le genre de choses que j'entends revenir régulièrement. Régulièrement. Oui, non. Il n'y a pas de... Parce que voilà, quand j'entends qu'au niveau des négociations, on déséquilibre. Vous avez, vous, Noémie, déjà été négociée alors si c'est une fois, on ne peut pas faire ça d'une généralité, mais est-ce que vous ressentez que vous avez le sentiment qu'il y a un regard différent parce que vous vous présentez comme femme face à un client ou un fournisseur potentiel? J'ai pas une clientèle très masculine, donc c'est difficile de dire ça. Je souhaite beaucoup de femmes, soit plus le secteur associatif qui dépend des subventions, des choses comme ça. Non, après, moi ce que je constate surtout, c'est qu'en tant que femme, en tout cas beaucoup au début de mon lancement d'activité, j'avais pas du tout confiance en moi pour me dire, OK, en fait, non. Vous affirmez, oui, je suis m'affirmer, et puis il y a beaucoup de choses qu'on donne gratuitement. Je pense qu'on a aussi, en tant que femme, l'habitude de beaucoup donner de nous-mêmes sans forcément le valoriser de manière financière, et ça vient du coup se reproduire dans notre vie professionnelle, parce je crois qu'il y a la générosité féminine qui est là aussi, peut-être, je ne sais pas. Après, sans faire de généralité, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, mais d'apprendre aussi à se dire, en fait, quand je donne un service, il y a plein de choses que je fais qui finalement, je ne l'ai pas valorisé, et donc je donne beaucoup de mon temps. Et donc, c'est ça, apprendre ça aussi, de se dire, en fait, oui, tout ce temps que je donne, il faut que je puisse le valoriser, parce que pendant ce temps-là, je ne suis pas à autre chose, je travaille. Et voilà, et ça, apprendre à se respecter et à mettre ses propres limites, et dire, voilà, en fait, non, là, j'ai le droit d'exiger d'être payée pour ça, et je sais ce qu'il y a derrière. Et il y a aussi la méconnaissance aussi de ce que ça coûte à un indépendant de facturer, enfin voilà. Beaucoup de gens qui ne sont pas indépendants, qui viennent chercher un service d'un indépendant, trouvent toujours exorbitant le prix qu'on leur demande, mais en fait, ils ne se rendent absolument pas compte de toutes les heures invisibles qu'on donne. Il y a le TVA qui et tout ça aussi. Voilà, la structuration du prix en tant que tel, ce n'est pas que la prestation, effectivement. Exactement. Il y a autre chose. On a Marie Buron qui est avec nous en call, ça me fait plaisir. Bonjour Marie, ça va, vous nous entendez bien? Je vous entends très très bien. Et vous m'entendez bien? On vous entend absolument parfaitement. Vous nous avez suivi, j'imagine, sur YouTube, sur le réseau jusqu'ici. Des petites choses à rajouter peut-être sur ce qui a été dit depuis le début de cette émission? Non, juste ce que j'ai dit par rapport au réseau dans le chat, c'est vraiment pour moi un élément essentiel de développement du business. Et j'ai toujours envie de dire, quand je rencontre des entrepreneurs, c'est que si elles ne parlent pas de leur business elles-mêmes, personne ne le fera au départ pour elles. Et donc, la meilleure manière de vendre et de développer son business, c'est vraiment de s'exposer et d'avoir de l'audace. Oui, et ça, c'est pas, on l'évoquait au début de l'émission, c'est évidemment pas toujours évident, ça prend du temps. J'aimerais parler d'un chapitre important quand même, parce que ça, c'est des statistiques qui m'ont surpris, et on va reparler forcément de la rentabilité du projet, c'est sur les entrepreneurs à titre complémentaire. 75%, presque, un petit peu moins, 74,5% d'entrepreneurs gagnent moins de 10 000 euros par an. Autant dire que c'est absolument injouable, même en étant en couple pour vivre. Et
alors je sais pas, oui, 68 de ces 75%, j'imagine, cumulent un statut d'employé. Donc ça veut dire qu'en termes de vie familiale, ça ne doit pas forcément être jojo, parce que ça veut dire 40 heures ou un 4/5e, que sais-je, la semaine. Et puis le soir et ou le week-end de l'activité complémentaire. Vous avez le sentiment que c'est subi ou que c'est un choix, ça? Un peu des deux, certainement. Maintenant, ce qui est important de rappeler, c'est que déjà depuis 5 ou 6 ans, les chiffres mettent en avant qu'il y a de plus en plus d'indépendantes à titre complémentaire et actives aussi, qui restent encore actives après l'âge de la pension. Donc, on avait un peu creusé le sujet l'année dernière. C'est notamment dû aussi à une nécessité économique. Donc, il y a cet aspect-là des choses... Voilà, il faut tenir ça en compte. Une deuxième chose, c'est que pour avoir une activité complémentaire, il faut avoir la condition, c'est d'avoir un contrat de travail de 18 heures ou de 20 heures. Enfin voilà, il faut être à mi-temps. Donc il y a déjà un cumul. Maintenant, avec une activité complémentaire, on peut choisir de travailler 1 jour par semaine, 1 jour par mois, 2 jours. Enfin, ça peut être aléatoire. Ou ça pas, dépend. parce que ça fait partie aussi de la structure de revenus. Voilà. Maintenant, ce qu'on constate, c'est le passage finalement d'activité complémentaire à une activité principale. Là, il y a beaucoup de freins. Maintenant, là, je pense que le frein est plutôt subi, puisque la majorité cumule avec un statut d'employé. Maintenant, il y a aussi pas mal de personnes qui cumulent ça avec des indemnités de chômage, parce qu'elles ont peut-être commencé avec un statut de salarié et puis perdu leur boulot ou quitté leur boulot et ont pu conserver cette activité complémentaire, mais aussi avec un statut parfois... d'incapacité maladie. Donc voilà, il faut un peu voir aussi ce que tout ça pourrait mettre en avant. Mais donc, ce qui est interpellant, oui, c'est ce seuil de 10 000 € qui n'est pas dépassé. Donc, à un moment donné, c'est difficile. Je veux dire, le fait d'avoir besoin d'un filet de sécurité ne permet pas de développer son activité complémentaire et c'est difficile de lâcher ce filet de sécurité qui soit qu'on ait cherché finalement ce filet de sécurité via un emploi de salarié, via des indemnités de chômage, des indemnités mutuelles, que sais-je. Voilà, c'est toujours difficile de dire ok, je lâche tout et je me lance, mais voilà, comment est-ce que je vais développer? C'est pour ça finalement que le système de la couveuse d'entreprise est aussi intéressant, parce que ça permet d'être accompagné, de mettre en place les choses petit à petit et de profiter finalement de la couveuse et de pouvoir se lancer, de pouvoir tester en tout cas avant de faire le grand saut. Marie Buron, on n'a pas présenté non plus votre activité, je reviens sur ça. Donc, vous êtes CEO de Womanly, ce sont des espaces de coworking qui sont réservés aux femmes entrepreneurs. Vous êtes entrepreneur, je le fais encore 2 fois. Vous-même, évidemment, c'est quoi votre trajet par rapport à ces emplois, à ces activités plutôt à titre complémentaire? Vous avez-vous directement été dans le bain ou vous êtes aussi passé par une phase d'adaptation dans votre carrière? Je suis aussi passée par une phase d'adaptation. Mais qui a été très très courte, parce que je trouve que c'est très difficile de, justement, comme le dit Sophie très justement, de pouvoir avoir son activité complémentaire à côté de son activité salariée. On a l'impression d'être un peu assis le derrière entre 2 chaises et de ne pas pouvoir se consacrer pleinement ni à l'une ni à l'autre. Donc j'ai fait ça vraiment de manière, je crois, quelques mois. Et puis je suis vite passée en indépendant à titre principal. Mais ça a été hyper compliqué, vraiment. Parce que non seulement on n'a plus le filet de sécurité, mais en plus on a des coûts et des frais qui s'ajoutent, évidemment, une fois qu'on passe indépendant à titre principal. Oui, donc c'est une vraie réflexion. C'est aussi une réflexion qui se mène en famille, ça, et notamment par rapport aux indépendantes complémentaires. C'est parfois un équilibre plus facile aussi familial, j'imagine. C'est aussi une réflexion que vous avez menée en famille ou c'est une voie tracée, entre guillemets? Ah non, ça a été un choix vraiment familial. Oui, on en a vraiment discuté. Il fallait être d'accord parce que pendant tout un temps, bien, les revenus, c'est seulement... Ça commence à ressembler à quelque chose, mais les revenus que j'avais en tant que salarié, avant de pouvoir les récupérer, ça a mis du temps. Donc j'avais un sacré bas de laine pour assurer mes arrières, et en effet c'est un choix familial parce qu'il y a des charges qui ont dû être entièrement assumées par mon mari. Ouais, effectivement. Donc ce côté où c'est peut-être cette idée préconçue, Sophie Legrand, de se dire...
on passe en indépendant complémentaire pour se permettre de mettre un premier pied à l'étrier et on va être le deuxième très rapidement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'était le cas pour Marie, effectivement, mais dans la majorité des cas, en fait, c'est peut-être pas non plus la solution pour devenir indépendant à titre principal. Non, mais c'est loin d'être évident, je pense, parce que, mais d'une manière assez générale, notre étude démontre que c'est toujours plus facile d'entreprendre, mais que ce soit à titre principal ou à titre complémentaire, quand on est bien entouré, que ce soit au niveau familial. Voilà, c'est plus facile quand il y a un second revenu qui est généré au sein du ménage. Enfin voilà, d'ailleurs, c'est comme Marie l'explique, c'est une décision qui se prend en famille. C'est pas quelque chose. On ne se dit pas, on ne se lève pas le matin. Je démissionne, ça y est, c'est parti et on y va. Non, je pense qu'il y a quand même toute une réflexion et que ça fait très très peur. C'est ce qui revient constamment. Ça fait peur parce que tu parlais tout à l'heure finalement de la peur du manque, la peur de manquer d'argent. Donc il faut vraiment... c'est toujours plus facile finalement d'y aller quand on est deux, quand on est entouré, que quand on est seul. Et encore plus quand on est une femme peut-être avec un ou deux ou trois enfants. Donc finalement il y a quand même aussi une situation familiale qui joue en la faveur des femmes. Oui. Françoise, indépendante à titre complémentaire, c'est quelque chose qui parfois vient un peu en tête des personnes que vous accueillez en couveuse ou en reconversion, sachant que on peut continuer une activité complémentaire à partir du moment où elle a été entamée sous statut d'employé. On ne peut pas lancer une activité complémentaire lorsqu'on est demandeur d'emploi. Sauf avec Tremplin. Oui, c'est ça, sauf avec Tremplin, mais qui est limité dans le temps, je pense, Tremplin. Oui, c'est limité à 1 an, mais par contre, il y a aussi une limite en termes de revenus. Donc c'est aussi pour ça qu'à mon avis, on voit une augmentation du nombre d'indépendants complémentaires qui passent par Tremplin, mais qui du coup ne doivent pas avoir trop de revenus, sinon en fait on sort de Tremplin. C'est ça. Donc c'est vrai que ça peut faire augmenter les chiffres. Mais oui, effectivement, c'est un statut dont on parle beaucoup parce que ça pourrait être un très chouette statut pour faire une transition. Mais c'est vrai qu'il faut, comme Marie le disait, gérer le fait d'avoir deux travails en fait, au quotidien et de devoir passer de l'un à l'autre. Mais c'est quand même chouette que ça existe. Par contre, à titre de comparaison, c'est vrai que toute cette histoire de statut en Belgique, je pense, c'est quand même un frein, parce qu'on peut voir en France, le statut d'auto-entrepreneur est quand même très chouette, beaucoup plus libre et en fait met beaucoup moins de pression sur les gens. Donc je pense que... Voilà, facile à gérer aussi, hein, en termes de déclaration de frais, d'amortissement, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus simplifié en termes de gestion. Encore une fois, Françoise, c'est bien, vous avez fait la conduite à ma place. Vous me lancez une perche. Qu'est-ce qu'on peut demander on a un nouveau gouvernement, tant fédéral que régional depuis quelques mois, 6-7 mois au niveau régional, un peu moins au niveau fédéral. On entend parler de statuts qui se multiplient, on entend parler de oui, mais non, mais si, mais peut-être, mais à condition que, mais oui, mais pas plus que autant. Mais c'est parfois effectivement extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? C'est quoi? Quels sont les freins qui pourraient être, entre guillemets, facilement retirés au niveau institutionnel, au niveau organisationnel par rapport à l'État? Je ne parle pas des aides ici, mais vraiment des freins structurels qui existent. Mais je pense que déjà, par rapport au statut tremplin, on a tout de suite envie d'y aller. On se dit, OK, il y a un statut tremplin qui existe. C'est facile. C'est facile. Mais en fait, quand on creuse derrière, on est très, très vite limité par rapport aux prestations qu'on peut facturer. Je n'ai pas le montant comme ça en tête, mais on est vraiment très, très vite limité. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre en place... un soutien financier, certainement, mais avec des conditions à respecter. J'ai entendu... Sous quelle forme soutien financier? Ce serait sous forme de réduction NSS, de ce genre de choses Oui, voilà, même ici, il y a des exonérations de cotisations sociales, mais voilà, de nouveau, il y a chaque fois, quand on donne quelque chose, on le reprend de l'autre côté. Donc, à un moment donné, on a toujours l'impression de recevoir un cadeau, mais le cadeau... Les conditions générales sont pas top. Voilà, le cadeau est généralement empoisonné. Mais pour faciliter les choses, je pense que
clairement, on pourrait proposer, voilà, pour les demandeurs d'emploi, finalement, que ce statut tremplin permette vraiment de développer un business et pas toujours délimiter et ne pas toujours voir tout petit. Parce que c'est un peu de cette manière-là, finalement, qu'on éduque les gens, c'est à voir tout petit, alors qu'il faudrait voir sans limite et de pouvoir évoluer, mais qu'il y ait des aides, mais qui doivent être limitées dans le temps, mais que ce soit des vrais... des incitants, quelque part. Voilà. Des choses qui sont incitantes. Oui. Et à proprement parler vis-à-vis de l'entrepreneuriat au féminin, il y a des axes, il y a des leviers sur lesquels vous souhaiteriez peut-être alerter ou proposer aux politiques de travailler? Mais ici, par exemple... si je prends le cas du réseau Diane, qui est un réseau qui est actif sur la partie francophone du pays, Wallonie et Bruxelles, mais clairement, on a énormément de demandes. On propose de l'accompagnement au travers d'activités de networking, mais aussi au travers d'ateliers formatifs. Donc on est vraiment là pour outiller les femmes entrepreneurs, soit sur des thématiques qui sont plus liées au développement personnel, donc on va travailler la confiance en soi, justement la relation à l'argent, tout ce qui touche à la négociation. Donc vraiment pour mettre en place des choses qui sont ultra pertinentes. Si je prends le cas clairement de la région bruxelloise aujourd'hui, on se retrouve sans subside. Et donc on a... Bruxelles est sans gouvernement aussi. Bruxelles est, oui, voilà, sans gouvernement. On sait que la situation est très compliquée dans la région de Bruxelles-Capitale, mais il y a une demande justement d'entrepreneuriat. Et si on reprend les chiffres du baromètre, pour la Wallonie, un indépendant sur 3 est une femme. À Bruxelles, on est seulement un indépendant sur 4. Oui. Donc, et finalement, je pense qu'il y a vivier à Bruxelles qu'il faut clairement développer. Et donc, ces aides de soutien, d'action à la sensibilisation, au développement des femmes entrepreneurs est vraiment nécessaire. Et finalement, si le réseau Diane existe depuis 20 ans, si on est subsidié en continu comme ça depuis le début, c'est justement parce qu'il y a des besoins et parce que le constat, c'est qu'il y a toujours qu'un entrepreneur sur 3 qui est une femme. Si je reprends une communication que j'avais vue passer l'année dernière, je pense qu'à ce rythme-ci, en termes d'évolution, on devrait attendre 2087 pour atteindre la parité. Voilà. Je ne suis pas certain que nous serons encore de ce monde, voilà, oui. Mais oui, on se rend compte que le taux d'accélération n'est pas assez important. Même question, Marie Buron, dans ce que vous rencontrez, dans les discussions aussi que vous avez dans ce réseau Womanly, c'est quoi les leviers, peut-être pas les plus complexes, mais les premiers leviers que vous souhaiteriez proposer aux politiques pour permettre à l'entreprise, au féminin, de respirer de manière un peu plus profonde? Alors, je ne sais pas si c'est une question de genre, mais moi, il y a des prises qui va être prise ici prochainement, c'est tout ce qui est la permission rebond, je pense qu'on appelle ça. Donc, c'est permettre de pouvoir avoir une aide financière quand on quitte son boulot. Parce que finalement, moi, j'ai démissionné, par exemple, de mon job de salarié et je n'ai eu aucune aide financière pour pouvoir assumer, en tout cas, la transition et je veux dire, au moment où mon business devenait pérenne et devenait rentable. Ça, je trouve que c'est déjà une super idée et franchement, j'applaudis des deux mains. Un genre de prime, un genre de prime au passage de statut finalement. Voilà, je quitte mon boulot pour aller vers un statut d'indépendante et j'ai le droit à un petit bas de laine quelque part pour accompagner cette transition. Exactement, pendant 2 ans, pouvoir avoir justement une financière qui peut nous permettre évidemment de développer notre activité le temps qu'il sera. Ça, c'est une première chose. Vous êtes en train de me dire finalement de permettre un accès au chômage à des personnes qui démissionnent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est ça en fait? Exact. Alors, on l'appelle le chômage ou autre chose, peu importe, mais en tout cas permettre... Et je pense que justement, ça pourra vraiment encourager à l'entrepreneuriat. La deuxième chose... Oui, le deuxième point qui n'est à mon avis de nouveau pas genré, mais c'est peut-être une plus grande flexibilité dans les codes NACE. Quand on ouvre son entreprise, on est obligé de rentrer des codes pour dire dans quel secteur d'activité nous allons travailler. Or, je vois qu'aujourd'hui, et clairement la gente féminine est beaucoup plus impactée par ça. Il y a énormément de
slasheuses, on va dire ça comme ça. Donc c'est des personnes qui ont des activités indépendantes, mais qui sont complètement diverses. Donc elles peuvent aussi bien s'occuper de fleurs découpées que peut-être être dans le service pour du coaching, enfin peu importe. Et aujourd'hui, quand on doit changer ces codes NACE, on doit chaque fois repayer des modifications, je pense, au moniteur. Et donc je pense qu'une flexibilité par rapport à la possibilité de toucher à des secteurs d'activité différents sans devoir chaque fois recréer un business ou une société, je trouve que ça pourrait être intéressant. De pouvoir changer finalement d'activité un peu au gré aussi des formations et au gré de la vie, de l'installation de l'indépendante finalement. Changer d'activité ou alors augmenter le panel, parce qu'en fait on se rend compte aussi que voilà, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont plusieurs sources de revenus différents. Noémie, même question. Dans votre expérience personnelle à vous, les freins institutionnels systémiques, les principaux, où vous vous dites mais c'est tellement bête comme disposition, pourquoi est-ce qu'ils font ça, ça sert à quoi? Et ça m'a mis des bâtons énormes dans les roues. Je ne sais pas si j'étais fort concernée, parce que moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par Jobin déjà, donc j'ai eu un soutien financier qui m'a quand même permis de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas du tout. Donc pour moi, c'était... Voilà. Maintenant, à la sortie de Jobin, j'ai été très stressée parce que là, je me suis dit, je ne gagne pas encore ma vie, je ne sais pas vivre de mon activité maintenant, donc prendre le statut de l'indépendant à temps complet, pour moi, ce n'était pas du tout possible. Enfin, ou alors ça aurait été une très très grosse prise de risque et que je n'étais pas prête à prendre. Il y avait la possibilité du tremplin, mais voilà, le tremplin dépend aussi du revenu de chômage qu'on a à l'époque. Et moi, le mien était tellement bas qu'en fait, finalement, j'allais rien gagner du tout. Donc c'était ridicule, ça n'avait aucun sens. Donc je sais pas, je crois que j'ai pas été assez confrontée à ces problématiques-là pour répondre bien à ça. Oui, en étant forcément protégé quelque part. Enfin, voilà. il y avait un tampon entre les décisions et la complexité légale et votre situation à vous. Ou du côté de Jobin, j'imagine que là aussi, il y a peut-être des revendications. On ne parle pas de revendications, mais peut-être des conseils ou des leviers, je le disais tout à l'heure, à conseiller aux politiques en disant il y a des choses qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui pourraient être simplement et sans coûter à l'État, parce qu'on sait que c'est toujours une question budgétaire, des aides. C'est de l'argent, c'est de l'arbitrage, donc c'est de l'argent qui va dans un pot et qui n'ira pas dans un autre. On connaît la situation financière de la Wallonie, plus globalement de la Belgique et de l'Europe. Mais j'imagine qu'il y a aussi quand même des choses où on se dit c'est un peu trop mishmash, simplifiez-moi tout ça. Oui, tout à fait. Déjà au niveau des statuts, d'un point de vue administratif, je pense que ça c'est vraiment une chose importante. Ce qui serait chouette aussi, c'est effectivement de travailler sur cette culture de l'entrepreneuriat, justement d'arrêter de penser que les entrepreneurs sont des gens qui ont, comme vous le disiez tout à l'heure, d'office énormément de revenus, une grosse voiture, etc. Non, la plupart des indépendants doivent quand même se battre pour avoir des revenus suffisants. Et donc, c'est un changement de mentalité. Mais aussi, de manière générale, je dirais que là, justement, les aides et les subsides sont en train de baisser partout. Voilà, on finance de plus en plus des programmes qui sont très court terme. Et puis, en fait, alors qu'ils donnent des super résultats, ça s'arrête. Voilà, je pense que du côté de chez Diane, on en parlait, ça a été le cas. C'est le cas aussi pour nous. Il y a il y a une diminution des subsides, alors que pourtant, on voit que ça coûte très peu cher d'accompagner les entrepreneurs et les femmes notamment, et que ça rapporte énormément. Voilà, c'est des personnes qui ont construit leur propre emploi, c'est des personnes qui vont ensuite engager des gens. Je veux dire, c'est un tout petit investissement pour après beaucoup de résultats. Donc, notre recommandation, c'est tout simplement des subsides structurels pour continuer en fait à réaliser finalement. Oui, c'est ça, et qu'en fait, il y a énormément de structures très compétentes qui peuvent accompagner, et donc c'est juste qu'il ne faudrait pas leur retirer leurs moyens, mais plutôt leur en donner plus pour avoir cet effet de levier. Quelque part, les politiques n'ont même plus à s'en charger, il y a des équipes très compétentes sur place, il suffit de continuer les actions, parce que les effets, ils sont tout à fait mesurables, ils sont très objectifs et ils sont très positifs. En moyenne, je ne sais pas si vous avez mesuré ça aussi chez Jobin, on a mesuré en moyenne, à partir du moment où on dépose un projet où on a un projet d'entrepreneuriat chez les femmes forcément, et le moment où il devient rentable, confortable, on s'entend sur le confort de son très subjectif, mais où voilà, on peut effectivement commencer à la pérennité, au développement, à des investissements, et où la soupe commence un peu à refroidir. On a un délai, il y a un temps moyen? Voilà, la première grosse étape, c'est généralement 3 ans. Il
faut 3 années d'activité pour commencer à envisager une rentabilité. Donc on sait que c'est un cap fatidique. Donc une fois qu'on a passé les 3 ans, on peut déjà faire un premier ouf. Puis alors le cap des 5 ans aussi, qui est le deuxième cap important. Une fois qu'on est au-delà des 5 ans, c'est le deuxième ouf. Et puis alors après, je pense qu'on est lancé. Mais c'est clair qu'il y a les 3 premières années qui sont fatidiques, parce qu'on a aussi, finalement, je reviens un peu à la complexité administrative, les cotisations sociales. Enfin, maintenant, les choses ont changé aussi. Mais il y a très peu de temps, les cotisations sociales étaient calculées. Il y avait un décalage de 3 ans. Donc, il faut être quelque chose qui est ultra important dans l'entrepreneuriat, mais c'est de nouveau une réflexion ici qui n'est pas liée qu'aux femmes, c'est d'être très très bien entouré. Et donc en fait, il faut être toujours dans l'anticipation et il faut être sur tous les fronts. Donc il faut être aussi un peu mouton à 5 pattes. Hein. C'est ça. Donc si je prends ton cas, tu es graphiste, mais à côté de ça, il faut pouvoir gérer les réseaux sociaux, il faut pouvoir gérer sa comptabilité, il faut pouvoir prospecter le développement commercial. Donc il faut vraiment être sur tous les fronts. Et c'est pas évident dans un premier temps de déléguer parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc à un moment donné, c'est ça, c'est le fameux mouton à 5 pattes. Il faut être dedans, il faut vraiment être sur tous les fronts. Et c'est la grosse difficulté. Et je reviens à cette complexité administrative, voilà, aussi par rapport aux cotisations sociales. À un moment donné, on ne s'imagine pas qu'on va recevoir une facture 3 ans plus tard réclamant. Tout ça est difficile à gérer. Il faut vraiment être bien entouré pour pouvoir anticiper toutes ces dépenses-là qui peuvent arriver. Parce que c'est pour ça qu'il y a le cap fatidique des 3 années, c'est finalement ce rattrapage des cotisations sociales. Et qui peut parfois faire mal. Hein. Très surprenant. Évidemment, il y a plus d'un entrepreneur qui a mis la clé sous la porte dans la 4e année parce que justement, c'était difficile à amortir, entre guillemets. Après, voilà, dans la DPR et au niveau fédéral aussi, il y a des notions de simplification administrative. Je sais qu'au niveau des indépendants, on a accueilli ça de manière relativement modérée parce que la crainte de certains indépendants ou de certains lobbies d'indépendants, c'est que cette simplification administrative se fasse finalement au dépit ou en tout cas soit chargé sur l'indépendant en tant que tel. C'est des choses que j'ai entendues aussi. On verra comment ça avance, on verra les cheminements. J'imagine qu'il y a des discussions aussi et que notamment l'UCM au niveau sectoriel est engagé dans des groupes de travail. On va clôturer tout doucement, mais j'ai quand même envie de vous demander à chacune d'entre vous, parce qu'on essaie aussi d'être constructif avec nos communautés. Les 3 grands conseils que vous pourriez donner à une femme future entrepreneur qui nous a regardé soit en direct, soit en différé, c'est quoi les 3 grands conseils qu'on peut donner à cette femme? Alors le premier, je viens de le dire déjà, c'est soyez bien entourés. Voilà, vraiment avec un bon comptable, sans tout déléguer, en gardant bien entendu toujours la compréhension, mais voilà, d'être bien entouré, pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite. Le deuxième conseil, ne restez pas seul. Il y a des structures qui existent. En fait, parfois, on est le nez dans le guidon parce qu'on est dans son activité, on veut développer les choses. Et le fait de pouvoir sortir de chez soi, de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs, permet de comprendre que les choses ne sont pas toujours aussi compliquées, qu'il y a des solutions qui existent et qu'elles sont souvent bien plus proches qu'on ne le pense. Donc, et c'est parfois agréable autour d'un verre aussi, d'ailleurs. Clairement. On sait que une des raisons pour lesquelles les femmes fréquentent des réseaux d'affaires féminins, c'est la convivialité et la solidarité. Donc, je pense que le besoin de soutien et de solidarité est très, très présent chez la femme entrepreneur. Et alors, le 3e conseil, c'est continuer à se former. De nouveau, ça revient un peu dans le fait de ne pas toujours rester seul. Je pense ici clairement aux espaces de coworking parce que je vois Marie, mais le fait de pouvoir échanger permet aussi finalement de développer ses compétences et de s'outiller en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi vraiment important. Rester en mouvement. Voilà. Marie, même question, 3 conseils sur votre expérience personnelle que vous pourriez donner à la future entrepreneur qui est en train de regarder.
Alors, d'office, je vais rebondir sur ce que Sophie a dit. Évidemment, s'entourer, pour moi, c'est vraiment, vraiment la base. Aussi bien s'entourer de pairs avec qui on va pouvoir changer, partager nos doutes, nos succès. C'est tellement important de ne pas rester dans l'isolement de l'entrepreneur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est, j'ai envie de dire, peut-être oser demander. Et certainement, les femmes entrepreneurs ont parfois du mal à oser sortir et à demander de l'aide. Il y a pas de mal, il y a pas de mal. Moi, je l'ai fait énormément. J'ai pris beaucoup de contacts avec des mentors, etc. Et je n'ai jamais eu un refus me disant, refusant de m'aider. Donc, franchement, il faut oser demander. Et la troisième chose, j'ai envie de dire, à partir du moment où elles ont une super idée et qu'elles ont fait une belle étude de marché et qu'elles ont pris conscience des risques potentiels qu'il y avait ou qu'il pourrait y avoir, ben c'est foncer. Et garder la foi et vraiment, vraiment trouver le sens de son business, parce que c'est pour ça, Noémie en parlait tout à l'heure, le sens du business, c'est ça qui nous aide vraiment à nous lever le matin, malgré la difficulté du parcours entrepreneurial. Noémie, une question. Oui, pour rebondir sur ce que dit Marie, j'allais dire de croire en son projet. Je pense que si on est convaincu que ça peut marcher et qu'on a... voilà, il ne faut pas se laisser influencer par les personnes négatives qui vont venir nous rappeler qu'attention les risques, attention ci, attention là. Il y a toujours des gens qui ont peur pour vous. Et en fait, il faut, tant qu'on y croit, je pense que ça peut marcher. Après, voilà, dans mon cas, tout n'est pas encore gagné, mais je pense que voilà, tant qu'on y croit, c'est là aussi. Je pense qu'en tant que femme, il faut apprendre... Enfin, il faut aussi accepter que ça prend du temps et que voilà, on ne sait pas tout faire en même temps parce que sinon on s'épuise. Moi, je l'ai vécu, donc voilà, dans mon parcours, même si j'y croyais très fort et que je suis toujours là, il y a des périodes où ça va être difficile, où on risque de s'épuiser, on va devoir ralentir, prendre du temps pour soi, mais que c'est pas pour ça que tout est fini et que voilà, tant qu'on s'entoure, on peut rebondir et on peut continuer. Et donc voilà, oui, je dirais aussi l'entourage est énorme. Et voilà, de se soutenir, de se faire accompagner aussi par des personnes qui sont passées par là et que c'est parfois ça demande un investissement, mais il y a beaucoup de retour sur investissement dans ce cas-là, donc je pense que c'est important aussi. Pardon. Françoise, j'imagine que les conseils ne vont pas être fortement très différents. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de risques pendant l'heure qui vient de passer. Je dirais que le premier conseil à donner, c'est d'essayer, parce qu'en fait, on parle assez peu du fait que c'est vraiment un accomplissement génial dans une vie, dans une carrière, de lancer une entreprise. Quelque part, de ne pas avoir peur de l'échec, parce que le fait de lancer une fois ou plusieurs fois en fait un projet comme ça, c'est quand même un épanouissement. On apprend tellement, c'est génial. Donc ça, c'est la première chose, c'est que je dirais en fait pourquoi avoir peur de l'échec. En fait, qu'est-ce qui peut se passer au pire si on a bien pris des sécurités avant d'y aller, en fait ça va juste être une aventure incroyable. Je dirais évidemment de se faire accompagner. Ça, c'est sûr que autant administrativement en Belgique, c'est compliqué, autant en termes de structure d'accompagnement, il y a beaucoup. Et donc vraiment, ça, c'est la clé. Et par les structures d'accompagnement, on a du mentorat, on a des formations et on peut vraiment prendre le temps de devenir une entrepreneur. Parce que comme tu disais, ça prend du temps et il faut l'accepter et de se dire qu'on est parti pour quelques années où on va apprendre à être une entrepreneur. Et sinon, à part ça, je dirais qu'il faut voir grand, il faut voir plus grand et avancer par petits pas. Comme ça, en fait, on peut combiner le fait d'être quand même dans quelque chose de très galvanisant, mais de se dire qu'on va y aller en sécurité. Voilà, j'ai l'impression que c'est un bon combo. Le principe du dérapage contrôlé en voiture, si vous regardez votre capot, vous allez prendre le mur. Si vous regardez le mur, vous allez prendre le mur. Si vous regardez là où vous voulez aller, vous avez plus de chances d'y arriver. Je vais terminer avec un autre conseil de Laurence Attert sur Facebook qui dit « Nous sommes capables de donner beaucoup, parfois même énormément ». J'ai même l'impression d'entendre trop. Mais ce que nous devons apprendre, c'est aussi à demander de l'aide, un prix juste, et enfin à recevoir aussi, sourire, mouvement, foi, oser, s'ouvrir, s'entourer. Voilà pour les principaux conseils. Mesdames, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi en parlant de l'entreprise au féminin. C'est un sujet qui reviendra inévitablement parce que je pense qu'effectivement, vu les taux de progression, on risque d'en reparler encore dans l'un ou l'autre business lunch. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, que ce soit ici en présentiel ou à distanciel. Mais avec Internet, on est juste à côté maintenant, évidemment. Et puis merci aussi de nous avoir
avoir suivis. À tout bientôt. Prochain Talk Business Lunch, ce sera le 4e vendredi du mois d'avril. Bonne journée.